Merci. Merci, merci. L'épisode dont il parle, vous pouvez le retrouver sur Internet, où Lina l'a mise en ligne, donc le passage qui me concerne s'y trouve, et vous verrez à quel point, effectivement, la partie était rude. J'étais notamment affronté à Joe Star. Enfin, je vous raconterai 2-3 trucs à ce sujet, d'ailleurs, parce que si l'un des objets, l'une des distractions propres à ce genre d'exercice, c'est de vous raconter 2-3 choses qui ne sont pas dans l'histoire officielle. J'ai donc 2-3 histoires de coulisses à vous raconter à propos des médias, parce que c'est un peu notre sujet. Donc, je voulais d'abord vous remercier évidemment pour votre accueil et vous remercier doublement parce que ça me donne aussi un prétexte, et ça j'en ai pas parlé à notre ami Anthony qui nous invite. Ça me donne aussi un prétexte à parler d'une vingtaine d'années dont je ne parlerai pas sur le plan romanesque. Alors, pour vous résumer la chose, j'ai écrit et publié en 2012 un livre qui s'appelait Votre serviteur, qui était un roman de formation assez traditionnel, qui racontait les débuts d'un jeune homme qui me ressemble beaucoup dans la vie en général, dans l'éducation des années 70. C'est une sorte de roman social aussi, parce que je suis un enfant de la classe moyenne qui a été élevé parmi les enfants de riches, parce que mon père était assez catholique, très catholique. Donc j'ai été élevé chez les jésuites à Paris, qui était encore un monde assez fermé, assez collé-monté. Et donc c'était une chance au fond, parce que c'était un exercice intellectuellement très exigeant, dont j'ai bien profité. Je suis très content d'avoir pu me hisser sur la marche supérieure du point de vue de la connaissance, de la culture, de l'expression, grâce à ces jésuites. J'ai passé mon bac chez eux. Et c'est là pas tout à fait que s'achève mon premier livre, celui dont je vous parle, qui est paru chez Flammarion en 2012, qui s'appelait Votre serviteur. Ce livre s'achève l'année de la publication de mon premier livre, c'est-à-dire 5-7 ans après. C'est-à-dire j'ai fait donc les jésuites de Paris. Ensuite, Hippocane, parce que c'était l'habitude à cette époque, quand on avait une vocation littéraire, que j'avais vraiment. Et puis, Hippocane, ça s'est très mal passé parce que c'était devenu un repère de marxistes théoriciens assez pénible. Donc, plus question de littérature, plus de sentiments, plus rien, plus d'art. Et donc, j'ai quitté au mois de mars. Donc, j'ai même pas fini l'année d'Hippocane pour entrer dans une compagnie d'assurance. Et mon père a pris peur. Et il a dit, si tu reprends des études, à Sciences Po par exemple, je te paye ton studio. Parce que nous nous entendions modérément bien. Ce qui est important parce que, comme j'analyse en ce moment, y compris par voie de presse, comme vous le savez, les débuts dans la vie du jeune Macron, ça m'amuse parce que ça rappelle un peu les miens. J'ai été en conflit avec mon père, mais je l'ai résolu, ce conflit, d'une manière très très différente. Moi, à 30 ans, mon père a fêté mon anniversaire, à 40 aussi, on s'était plus que réconciliés. Je veux dire, on est resté quand même en des termes relativement courtois l'un vis-à-vis de l'autre, mais comme nous étions intelligents tous les deux, eh bien, on a mis de l'eau dans notre vin et on a fait ce que font normalement les enfants, les adolescents qui se heurtent à leur père. Dans le cas de Macron, je ne vous fais pas de dessin, mais vous allez lire ce qu'on en dit, mais le problème n'est pas réglé et il a 40 ans. Ça, c'est un gros problème quand même pour l'exercice du pouvoir quand on n'a pas réglé les problèmes avec son père, et François Hollande ne l'avait pas fait non plus, ni Ségolène Royal, ni une grande partie des gens qui nous ont gouvernés récemment. Donc il est temps de revenir probablement à des gouvernants qui ont un rapport normal avec l'autorité qu'ils ont héritée. Car ni les uns ni les autres de ceux qui nous gouvernent en ce moment n'ont hérité d'une autorité. Ils ont conquis la leur, mais avec quel manquement dans la formation, ça on ne sait pas, on va le savoir. On le sait déjà un peu quand même. Bref, je reviens à mon récit de formation à moi. Je vais donc sauter 20 années de récit dans mon parcours romanesque. Je vais reprendre dans l'année prochaine un livre, et le héros aura 40 ans, il aura un début de carrière littéraire derrière lui, parce que je trouvais un peu indigne de raconter des débuts littéraires dans la vie dans un roman. Je trouvais ça faisait un peu people, ça faisait un peu aussi rancœur, inutile, ça faisait Lucien Rebattet. Je voulais éviter de faire Lucien Rebattet en faisant des portraits. C'est trop facile de faire des portraits littéraires de gens. Donc je préfère le faire verbalement avec vous de manière beaucoup moins aigrie que je ne l'aurais fait si j'avais eu le temps d'y réfléchir. Et donc je vais vous parler de cette période qui est comprise entre les 20 et les 40, enfin les 24 et les 44, qui est la période dont je ne parlerai pas sur le plan romanesque. C'est la période donc people, professionnelle, où j'ai traversé les milieux de la presse et surtout j'ai un peu réfléchi. Donc on va essayer de garder une ligne d'étiage entre
la réflexion et le récit, l'anecdote, à toute allure. La réflexion, c'est simple, j'ai quand même vu des phénomènes à l'œuvre. J'en parle dans le livre qui vient de paraître et qui figure sur la table. Cette réflexion a porté sur la façon dont les élites ont basculé littéralement à partir de mes 25 ans dans ce que j'appelle la France du splendide, la France des bronzés. Le soleil dans les bagages. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Non, mais ça va pas, non. C'est moi, là. Mais non. On va vraiment pas avoir le même sens de l'humour, hein. Merde. Eh ben, elle est pas jeunée, celle-là, elle a foutu sa moumoute dans les yeux. C'est-à-dire que j'ai fait partie de cette génération qui a été élevée dans une espèce de vénération permanente de la génération et des valeurs qui avaient précédé, y compris en littérature. Nous lisions Proust et Chateaubriand de manière absolument mystique. En fait, on a vu que quand j'ai commencé à vouloir imaginer et décrire, j'ai vu que la littérature qui avait du succès, c'était celle des jeunes gens qui n'avaient pas fait d'études et qui avaient publié leur premier livre à 17 ans. Donc Jean-Marc Roberts, François-Marie Bagné, dont il a été beaucoup question après, plus comme chroniqueur mondain ou défrayant la chronique mondainement que comme écrivain. Encore que c'est dommage parce qu'il était un peu un écrivain au départ. Mais ce qui est triste, c'est qu'on l'a décrit beaucoup comme photographe, ce qui est quand même une offense, le pauvre garçon. Mais il n'est pas inintéressant, vous allez voir, parce qu'il a un certain rapport là aussi avec Emmanuel Macron, c'est les mêmes choses qui sont à l'heure. Tout ça pour dire que lorsque j'ai voulu entrer en littérature, je me suis aperçu que la voie bien pavée de nos aînés était en friche, c'était de la terre battue. Tout avait été dévasté par des jeunes gens qui faisaient un peu d'argent et beaucoup d'esbroufs, qui passaient chez Jacques Chancel, chez Apostrophe. Et en gros, le sommet de la qualité dans ma génération d'écrivains, c'était Didier Van Kovlart, qui a eu le Goncourt à 28 ans. Donc, nous avions à peu près le même âge. Et c'était un peu... Bon, j'étais pas jaloux de son Goncourt. J'étais simplement navré de voir que le système était obligé de primer cette littérature-là, qui était une littérature un peu facile, un peu je te tape sur le ventre, je te fais des petites blagues à la fin de chaque chapitre. Et ça n'a jamais cessé de se déliter de la sorte. Donc, j'ai été un peu écrivain, un peu tardivement d'ailleurs par rapport à ces gens-là, puisque j'ai publié mon premier livre à 24 ans. Donc, le temps de réfléchir un peu, de voir que moi, je voulais que ma cravate soit serrée, etc. Donc, j'ai commencé à travailler dès la fin de mes études, et la fin de mes études aussi aux Beaux-Arts, ce qui est important, parce que j'ai fait les Beaux-Arts en sculpture, en même temps que Sciences Po, ce qui était un peu atypique, mais c'était pour montrer que je n'étais pas vraiment de ce monde-là. Donc, j'entre dans un journal très jeune, grâce à un appui chez Joseph Fontanet, qui était un ancien ministre de Gaulle, qui avait fondé un soi-disant concurrent du Monde qui s'appelait J'informe, et qui a connu une existence très éphémère, mais qui, moi, m'a permis de faire un peu mes débuts, grâce à quoi je suis allé au Figaro. Le Figaro recrutait, parce que c'était le début du Figaro Magazine, donc il cherchait des plumes alertes, jeunes, pas bien payées. Aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, le système est connu depuis longtemps, mais en France, c'est la première fois qu'un hebdomadaire d'information se vend avec le quotidien du week-end. Le tout pour seulement 3,50 francs. Pour le premier numéro du Figaro Magazine, 170 pages, un sommaire impressionnant, une exclusivité mondiale, l'interview de l'ancien président Nixon, et des articles plus magazines bien sûr, avec les fameuses grandes signatures qui ont fait la renommée du Figaro. C'est la tradition du Figaro que le rassemblement des grandes signatures. Je crois qu'on en trouvera de nouvelles, y compris des grandes signatures dans la jeunesse intellectuelle de ce pays et des signatures internationales. Et je pense que ça répond à je dirais presque à une philosophie. Nous voulons respecter les talents. Les talents, c'est ce qui distingue les hommes des uns des autres. Et nous voulons être sensibles aux talents et aux talents particuliers. Et puis, parallèlement, il y avait aussi Philippe Tesson avec son quotidien de Paris et ses nouvelles littéraires, qui avait un petit empire de presse qu'il avait constitué grâce à sa femme, hein, il faut bien le dire. Et donc, j'écrivais un peu à droite et à gauche, plutôt à droite qu'à gauche d'ailleurs, ça se passait plutôt bien. Et puis surtout, j'ai eu une assez grande chance, c'est que Madame Hersan,
femme du propriétaire du Figaro, trouvait que mes critiques de télévision de la veille au lendemain étaient toujours justes et qu'elle pensait toujours la même chose. Et il n'a fallu que ce détail pour me faire embaucher au Figaro. Alors la chose intéressante, et c'est là qu'on commence quand même à basculer dans le monde du showbiz des médias. Pourquoi c'était intéressant? Parce que j'avais cette espèce d'agilité mentale qui consiste à écrire sur un téléfilm dans le quart d'heure qui suit la fin de la diffusion, parce que rappelons-nous, nous n'étions pas avec Internet, c'était dicté au téléphone à une sténo, par téléphone, donc à 10h30 du soir. Dès que le téléfilm prenait fin, je téléphonais à la sténo ce que j'en pensais sous la forme d'un article assez convenable, puisqu'il était publié systématiquement le lendemain dans l'édition du matin. Donc c'était vraiment du journalisme à l'ancienne, du journalisme d'improvisation. Et grâce à ça, j'ai pu, parce que ça a duré très longtemps, c'était au Figaro quotidien cette fois, j'ai pu fréquenter tout un monde qui m'était interdit, qui était le monde du showbiz, des films, des téléfilms, puisque le principe était le suivant. Vous alliez dans le club de Claude Delouche, avenue Hoche, au 13 avenue Hoche, au club 13, puisqu'il a toujours eu ce fétichisme du chiffre 13, et vous visionniez dans une salle qui n'était pas beaucoup plus grande que celle-ci, des films qui allaient passer à la télévision dans une semaine ou deux, qui étaient souvent des épisodes en 3-4 parties. Et c'est comme ça que j'ai vu par exemple Les Dames de la Côte. Vous vous souvenez de ce feuilleton avec Fanny Ardant, les débuts de Fanny Ardant, les débuts de... j'ai oublié son nom. Bonjour. Bonjour. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Marcel Decour. Si, je vous reconnais. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Raoul et moi, nous avons pris des chemins différents. Comme toujours, Raoul a pris le bon et moi le mauvais. Je vois son cheval. Ils sont déjà arrivés. Il est monté voir ma tante. Moi, je me suis retrouvé dans un chemin sablonneux qui aboutissait à une carrière. Cette pauvre bête est tombée, j'ai eu peur qu'elle se soit cassée la patte. Bref, c'était pour moi évidemment un avantage, puisque j'avais même pas encore publié mon premier livre, que je fréquentais déjà des vedettes et que j'allais les interroger pour le compte du Figaro. Ce qui était un énorme avantage, puisque vous faisiez partie en fait de la famille, même si c'était comme valet. Et donc ça m'a permis de gagner un peu de terrain, mais j'étais pas suffisamment ambitieux au fond pour en profiter comme l'aurait fait un futur ponte des médias, par exemple. J'avais pas du tout cette ambition-là. Moi, j'avais celle de publier des livres intelligents et d'être reconnu par mes grands aînés, dont les académiciens, par exemple, parce que j'avais toujours cette ferveur à l'égard du vieux monde. Alors, je croisais, je peux pas dire que je fréquentais, mais je croisais Monterland, je croisais aussi, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, quand j'étais jeune, je croisais Max Ernst. Oui, parce que on a été jeune il y a longtemps, et donc Max Ernst venait prendre son thé au restaurant à Saint-Germain, comment s'appelle-t-il, s'appelle cette brasserie en face du Flore, hein, j'ai oublié. Bref, c'était quand même une époque assez amusante où il y avait un reliquat de ce qu'était la vie littéraire, la vie artistique des grandes années. Alors, reliquat que j'ai prolongé, parce que là j'en viens à une partie de l'explication pourquoi j'ai tenu au vieux monde si longtemps. Parce que je fréquentais nettement au-dessus de ma génération. Un peu comme François-Marie Bagné, mais pas tout à fait pour la même raison. Je fréquentais volontiers des gens assez âgés qui parlaient plusieurs langues, qui avaient des grandes maisons, qui étaient assez riches. Et c'est pas par fascination pour la richesse, puisque sans ça, j'en aurais amassé. Or, j'ai eu une fortune de zéro. Donc, ça veut dire que je n'ai pas profité, contrairement à François-Marie, je n'ai pas profité de mes années d'amitié avec la vieillesse et avec le pouvoir. Et donc, c'était donc par pure fascination. Alors ça inclut quoi? J'ai fréquenté un général de l'armée française auquel j'ai servi de souffre-douleur pendant une bonne dizaine d'années, et qui était lié à tout le Paris des arts et lettres, à la bande à Cocteau, parce que bizarrement la bande à Cocteau avait encore des survivants, Édouard Dermite, Doudou, des gens comme ça, Jean Marais. Ben oui, on allait chez Lucie Veil pour les vacances et on allait me dire un petit bonjour à Jean Marais, à Valoris. Donc c'était une part de la légende à laquelle j'étais au fond assez peu sensible. Si, Jean Marais, j'étais plus sensible à Jean Marais que les autres parce que c'était une vedette de cinéma. Mais si vous voulez, Lucie Veil, qui était une légende aussi du négoce d'art, bon, bah, c'était des gens un peu célèbres. Alors après, il y a eu ce coup comment dirais-je, d'accélérateur terrible qui a été la publication de mon premier livre. Et là, vous entrez dans la cour, pas des grands, mais des gens reconnus. Parmi les gens chez qui vous alliez, c'est-à-dire les amis du général, les amis de Lucie, tous les gens qui avaient fait leur carrière à Paris dans la mondanité, je n'avais pas de statut,
puisque je n'étais personne, j'étais juste un accompagnateur de Monsieur le Général. En revanche, là, j'avais écrit un premier livre qui a, et c'est là le début de ma carrière vraiment médiatique, ce livre a bénéficié d'une audience très particulière, puisqu'il y avait à l'époque un critique extrêmement redouté qui s'appelle toujours, puis qui n'est pas mort, Angelo Rinaldi. Et cet Angelo Rinaldi était une espèce de méchant type New York Times, qui dégommait absolument tous les littérateurs, tous les nouveaux romans, en disant c'est nul. En même temps, c'était un écrivain lui-même de grand raffinement. Il publiait des livres très, très intelligents, notamment je vous recommande La Maison des Atlantes, qui était un très beau livre. Et donc ce type avait une vertu de critique qui était universellement reconnue, mais sa méchanceté était très redoutée. Or, il a publié un article dans l'Express qui disait que ce que je faisais, c'était du grand art. Et j'avais 24 ans. Donc évidemment, alors, ce livre a été publié absolument par hasard, puisque j'avais comme chroniqueur au Figaro, non, chez Informe, un vieux monsieur qui s'appelait Luc Estan et qui écrivait des livres au Seuil. Ce romancier catholique me dit « Est-ce que vous écrivez un peu parce que ce que vous faites comme journaliste n'est pas mal ?» Je dis « Oui, j'ai 3 trucs. » Et je lui montre une trentaine de pages. Je me dis « Mais c'est remarquable. Venez chez nous. » Et donc il m'a incité à le finir pour le Seuil. Donc j'ai pas eu le choix. Je l'ai envoyé à personne. J'ai pas été sur le marché. J'ai eu cette chance extraordinaire d'être happé par un éditeur que j'avais à ma porte et qui m'a dit « Finissez ce livre, on le publie tout de suite. » Ce que j'ai fait, il a eu un très grand succès. Et ça m'a absolument propulsé. Alors, l'avantage de ce coup de projecteur, c'est que j'ai pu être engagé. Parce que, si bizarre que ça puisse paraître, je n'étais que pigiste. J'allais de droite et de gauche, et donc plutôt de droite, mais pas que, puisque j'écrivais aussi pour l'Express, même pour Playboy. Donc il fallait bien que je vive, et comme je ne voulais pas devenir fonctionnaire et je n'avais pas passé de concours des affaires étrangères, eh bien je devais gagner ma vie par la plume. Donc ça a été un peu un métier de mercenaire jusqu'à ce premier livre. Après j'étais un peu dans la cour des grands, c'est-à-dire que Louis Pauwels n'a pas eu le courage de continuer à m'employer comme esclave. Donc il m'a dit, est-ce que vous voulez être engagé? Et j'ai été engagé au Figaro Magazine pendant ces années d'ivresse idiote du Figaro Magazine, puisque c'était une époque où ils jonglaient avec l'argent. Et à ça, on leur consentait beaucoup d'avantages. Ils voyageaient gratuitement. C'était une époque d'ivresse idiote, donc des années 80. La France s'endettait terriblement, et au fond, tout le monde s'endettait moralement, puisque le Figaro Magazine dépensait beaucoup d'argent pour en faire dépenser aux autres, nous envoyait sur des voyages ahurissants au fin fond de la Californie pour 2 jours, pour 4 jours. Vous vous souvenez de ces fameuses opérations des 4 filles dans un bateau? Ils avaient chaque semaine 4 filles qui étaient des top modèles, qui en fait arrivaient par avion à Vancouver, qui montaient sur le voilier, qui posaient avec leur grand ciré Chanel, et donc ils faisaient des photos pour les pages centrales, et chaque semaine, la France entière découvrait les prodiges du voyage un peu chic, un peu papier glacé. Il y avait une connotation, et c'est là que je veux en venir, assez nouvelle droite qui me convenait, pas tellement, parce qu'au fond, j'étais pas un érudit de la théorie politique et philosophique et idéologique. J'étais un peu un instinctif, comme le sont tous les écrivains. On théorise pas. Moi, je suis pas un érudit. Je suis avant tout un esthète. Et donc, j'étais un peu gêné par le côté très théoricien d'une partie de l'équipe du Figaro Magazine. Ça leur a pas porté chance, parce que j'accélère à toute allure. Au fil des années 80, comme vous le savez, le Figaro Magazine a fait l'objet de critiques très vives à cause de Pauwels, de son fameux sida mental. Ce sont les enfants du rock débile, les écoliers de la vulgarité pédagogique, les béats nourris de soupe infra-idéologique cuite au showbiz, ahuris par les saturnales de touche pas à mon pote. Ils ont reçu une imprégnation morale qui leur fait prendre le bas pour le haut. Rien ne leur paraît meilleur que n'être rien, mais tous ensemble, pour n'aller nulle part. Leur rêve est un monde indifférencié ou végété tiédement. C'est une jeunesse atteinte d'un sida mental. Elle a perdu ses immunités naturelles, tous les virus décomposants l'éteignent. Nous nous demandons ce qui se passe dans leur tête. Rien, mais ce rien les dévore. Donc, son équipe a été suspectée d'être d'extrême droite. J'en faisais partie qu'à moitié, donc j'ai pas été trop suspecté, mais un peu quand même. Et donc, à ce moment-là,
Le Figaro a compris qu'il fallait qu'il recentre. Il y a eu Hersan, je ne sais pas si Hersan est parti à ce moment-là, enfin là j'accélère un peu. Hersan est parti à un moment où l'actionnariat, le nouvel actionnariat a dû se recentrer vers le libéralisme marchand pour conserver des annonceurs, et donc limiter l'aspect idéologique, notamment du Figaro Magazine, mais également du Figaro Quotidien rapidement, pour pouvoir continuer à avoir des pubs Chanel, parce que la société tout entière était devenue une société libérale, vaguement socialisante, du genre Mitterrand n'a pas forcément tort, etc. Et donc, je me suis retrouvé un peu coincé dans ces années, la fin des années 80, dans une mécanique qui était en train d'évacuer tous ceux qui aimaient le vieux monde. Alors c'était valable même en littérature. C'est ça qui est terrible, c'est que tout était absolument parallèle, c'est-à-dire que j'ai dérivé hors des éditions du Seuil de manière absolument naturelle, puisqu'après 10 ans aux éditions du Seuil, on m'a fait comprendre que je n'étais plus dans le moule. Plus dans le moule, ça veut dire, en fait, c'est eux qui avaient bougé. Moi, j'étais resté le même. J'aimais toujours la France un peu collée-montée, qui avait des émois un peu mauriaciens. Je racontais volontiers des histoires de prêtres au fin fond du Loir-et-Cher. Mais je ne m'apercevais pas que la France adorait plutôt les histoires complètement déjantées, avec des types qui couchaient avec n'importe qui. Or, moi, chez moi, la plupart des critiques disaient « Oh, mais c'est très maîtrisé ». Maîtrisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de fesses, quoi, en gros. Voilà, en gros c'était à peu près ça. Et alors on me consentait tout de même une expression assez heureuse, assez déliée, assez élégante, mais on disait justement, mais qu'est-ce que c'est que cet amour du beau français, c'est grotesque. Donc on arrivait à ce paradoxe absolu. L'un des critiques qui m'a le plus desservi au fond a eu le prix Goncourt lui-même, il s'appelait Pierre Combesco. Il a écrit dans un magazine sous le titre le jeune homme qui ne rit pas dans les cimetières. Ce qui est vrai, c'est ce que je le lui ai dit. Je ne ris pas dans les cimetières, ça veut dire, c'est vrai, je ne ris pas dans les cimetières parce que j'avais une espèce de gravité intérieure qui était pas feinte. Je n'avais pas envie de rire dans un cimetière, j'étais relativement recueilli comme garçon dans cette vie-là. Enfin, j'étais spiritualiste, j'ai toujours beaucoup aimé la fréquentation des prêtres, y compris au Vatican, puisque j'ai fait, en tant que journaliste, beaucoup d'allers-retours entre l'Amérique, que j'ai beaucoup connue à l'époque, puisqu'il y a eu un moment où la marginalisation au Figaro s'est traduite par le fait que je faisais de plus en plus de reportages lointains. Comme ça, on m'avait pas sur les bras, en gros. Et donc, j'en ai profité pour suivre, et c'est là qu'on en arrive à la chronique un peu mondaine du showbiz. J'ai suivi des opérations lointaines, et on en arrive aussi à l'un de mes thèmes de prédilection. Ces opérations lointaines, j'ai suivi principalement, pas que, mais France Inter et les radios du service public dans leurs opérations américaines, et c'était pas gratuit. Quand je dis que c'était pas gratuit, ça l'était pour moi, ça l'était pour tous les journalistes qu'on emmenait, aux frais du service public. Mais ce qui n'était pas gratuit, c'est que nous servions la soupe aux Américains, ou à la machine de guerre commerciale et d'influence américaine, en permanence. Par exemple, j'ai suivi un concours que la France Inter avait organisé, Ma semaine à Hollywood, où Claude Villers, mort depuis, avait organisé un concours où on prenait une fille de Châteauroux, qu'on l'avait fait gagner à ce concours, et on l'a donc emmené tous à Hollywood. On avait un rendez-vous par jour avec une star de Hollywood qui parlait le français, donc Robert Stack, des gens comme ça. Et Kirk Douglas, toutes sortes de gens qui étaient à peu près courants en français, et Claude Villers faisait un direct chaque jour de Hollywood, en différé par rapport aux heures françaises, mais bon. Et donc à ce moment-là, on s'apercevait qu'une partie des budgets publics français était fait pour nous faire aimer l'Amérique. C'était absolument, mais ça se voyait terriblement. On nous expliquait à quel point c'était bien, on faisait des directs, des boutiques en vogue à Hollywood. Enfin, exactement tout ce qu'on voit en ce moment même à TF1 à 18h30 quand Aliagas ou je ne sais qui va aller voir Vanessa Paradis là-bas. Il s'agit au fond d'accréditer en permanence le mythe californien et donc de nous envoyer cette espèce de dose je dis pas de poison, faut pas exagérer, mais on nous habitue à une drogue. Et cette drogue, c'est regarder les palmiers, regardez comme ces baraques sont belles, regardez comme Omar Sy a bien réussi là-bas. On a véritablement institutionnalisé dans ces années-là, avec la complicité de gens comme moi, je précise que j'écrivais sous le nom de ma mère dans ces opérations-là. Donc je ne voulais pas mélanger ma casquette de jeune écrivain prometteur et bon. Et donc
Alors je vous résume ces opérations américaines qui sont très nombreuses, et puis après j'en viendrai à la leçon qu'on peut en tirer. Yves Mourouzi, dans ses 13 heures de France Inter, en direct de New York, pour nous il n'était pas 13 heures, il était 7 heures du mat, et il sortait de boîte. Je vous raconte pas quelle boîte. Donc il arrivait sans notes. Sans notes. Il arrivait, comme c'était quand même un fumiste, mais un fumiste de génie, il arrivait sans notes, il disait bonjour, et il faisait le journal de 13 heures français, en direct, d'une espèce de soupente invraisemblable à New York, et on était là, nous, de la presse française, à noter à quel point c'était prodigieux. Donc j'étais censé lui servir la soupe. Et puis, il y a eu plein d'opérations comme ça. José Arthur qui faisait des directs, en direct de la tour machin à New York. On prenait des hélicoptères, on était en direct avec France Inter. Ahurissant. Mes parents, en descendant dans notre maison de famille dans les Alpes, allument la radio et ils m'entendent arriver à New York dans l'émission en direct de José Arthur. En plus, on claquait un argent monstrueux. C'est-à-dire, le Figaro claquait un argent monstrueux pour nous envoyer là-bas. Une fois là-bas, le service public France Inter claquait un argent monstrueux pour tous les journalistes, pour tous les gens de l'équipe, pour l'équipe technique. Il y avait 12 personnes. Tout ça au Sheraton. Tout ça avec vos impôts, donc. Donc, ce que je veux dire, pour résumer, ça c'était l'aspect absolument anecdotique. Pour résumer, il y a eu une véritable machine de guerre de l'influence américaine dans ces années-là, qui a été perceptible partout. Je vais vous donner un symptôme très puissant. C'est que pratiquement aucun des grands journalistes vedettes en France depuis lors n'a raté l'étape de la correspondance à Washington. Vous regardez, vous voyez, tous les grands journalistes vedettes ont été, à un moment ou à un autre, ceux qui font le 20h, par exemple, les Gilles Boulot, les Ulysse Gosset, tous ceux qui présentent à un niveau très élevé les journaux nationaux, ont été adoubés par leurs années à Washington. Et il n'y a pas de mystère, je ne fais pas du complotisme, c'est vérifiable. C'était véritablement la prépéna du journalisme français, c'était Washington, quand ça n'a pas carrément abouti au stage des Young Leaders. Comment sont choisis les hommes alors? Parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la FAF, ça va plaire ça? La French... La French American Foundation, la Fondation franco-américaine, entre autres, qui elle joue un rôle pour le bloc euro-atlantique, mais plus précisément pour les relations franco-américaines, qui a été créée par des élites américaines et françaises, entre autres un certain Jean-Louis Gergorin de l'affaire Clearstream, et qui recrute après sélection des hommes et des femmes qui occupent les postes clés, américains ou français, dans le domaine politique, journalistique, militaire. Alors côté américain, le couple Clinton, par exemple. Hein. En fait, ce sont des recrues, des poulains qui présentent un profil, dans le bon sens, ambitieux, et qui sont appelés à occuper des postes élevés. D'ailleurs, c'est dans les textes officiels, qui sont recrutés en fonction de leur capacité, dans le but d'occuper des postes élevés. Donc il y a vraiment une machine qui a été au service de l'influence américaine, et qui est passé par les médias. J'ai pu observer ça tout le temps. Alors il y a eu des morceaux de sel dans le gâteau, ben, c'était Coluche par exemple, j'ai assisté à la conférence à Europe 1 où il annonçait sa candidature, et là j'ai compris, évidemment, tout le monde a compris qu'on passait dans le règne de la politique showbiz. C'est que le micro avait désormais plus d'importance que le programme. Tout ça pour dire que dans ces années-là, ces années qui mènent au fond au basculement du Figaro, que je vais vous raconter, on voit à quel point il y a eu deux phénomènes convergents, qui étaient la négation du prestige des élites anciennes, ce qui était indispensable d'ailleurs pour faire marcher l'injection américaine. C'est-à-dire qu'il fallait discréditer le vieux monde, c'est-à-dire celui de François Mauriac, celui de Bernanos, la vieille France éternelle, il fallait la discréditer pour pouvoir injecter la mythologie américaine. Ce qui a été fait absolument parfaitement. Et dans le Figaro, j'en ai été à la fois l'acteur et le témoin, la victime, puisque bêtement, j'avais pas compris, moi, que dans les années 90, au début des années 90, avec la guerre du Golfe, etc., l'actionnariat du Figaro a changé complètement de nature. Hersant a cédé la place à un groupe américain nommé Carlyle, qui était un groupe de pension américaine, d'investissement américain, qui était lié à la défense américaine. On s'est intéressé aux sociétés qui ont tiré profit du 11 septembre. Parmi elles, il y avait le groupe Carlyle, une multinationale qui investit dans les secteurs industriels hautement contrôlés par l'État, tels que les télécommunications, la santé et notamment la défense. Bush père et fils ont tous les deux travaillé pour le groupe Carlyle, la même société qui comptait la famille Ben Laden au nombre de ses investisseurs. Et moi, bêtement, vraiment niaisement, je continuais à faire des éditos assez sévères avec le monde américain,
dans les années 90, en disant, par exemple, j'ai ricané comme un fou sur l'arrivée d'Halloween, j'ai tensé, le secrétaire à la défense américaine, là, qui nous disait que l'Europe était un vieux monde. Dans l'édito du Figaro, je disais, c'est quand même un vieux monde dont vous êtes issus. Donc vous êtes les cousins mal élevés. Donald Rumsfeld lance aux journalistes qui le questionnent sur les réticences européennes face à la guerre en Irak. Quand vous pensez à l'Europe, vous pensez à l'Allemagne et à la France. Pas moi. Ça, c'est la vieille Europe. Si vous regardez les nouveaux membres de l'OTAN, aujourd'hui le centre de gravité de l'Europe se déplace vers l'Est. Donc j'écrivais ça en deuxième page du Figaro, et bizarrement, ma collaboration au Figaro quotidien s'est réduite, parce qu'à l'époque, ce qu'il faut voir, et ce ne sera pas la première fois, j'étais absolument parallèle à Zemmour. Parallèle. C'est-à-dire que j'avais un jour sur deux, parfois, dans la même semaine, la colonne de 2 avec Zemmour. Pour quelle raison a-t-on tourné différemment? Il y en a plusieurs, mais l'une d'entre elles est que moi j'ai eu l'imprudence de mettre en doute la puissance américaine sur la vie des idées en France, en disant qu'il y a une machine d'asservissement très discret, mais très insistant. Et ça m'a pas été pardonné. Et je vais vous expliquer pourquoi, et j'en ai eu la preuve, puisque j'ai écrit un livre, donc je résume beaucoup. Au moment où j'ai vu que c'était un peu l'impasse, je me suis remis à être écrivain, et notamment essayiste. Et chez Robert Laffont, qui était mon nouvel éditeur, j'ai publié un livre qui a eu un succès fou, qui s'appelait Éloge de l'âge, qui m'a valu beaucoup de succès à Apostrophe, etc. Donc à l'époque, Apostrophe, c'était une famille de lettres françaises. Si vous étiez à Apostrophe, vous étiez reçu dans le salon de la Montespan. Il y avait vraiment ce côté-là. Et donc, ce livre a très bien marché. Puis, sur cette lancée, j'ai cru bon de faire une analyse qui a étayé ma méfiance vis-à-vis du monde américain. Je suis allé m'installer en Hongrie, à la chute du mur, en 93. Et là, j'ai écrit à un poète hongrois tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, je lui ai raconté, vous pouvez le vérifier, ça s'appelle « De l'Est, de la peste et du reste ». Et je raconte à ce poète hongrois, attention, vous êtes en train de donner les clés aux Américains, ils ne vous veulent aucun bien. On le sait, nous, en Europe occidentale, ils sont en train de détruire notre propre partie du monde. Et donc, je mettais en garde ces gens en disant, un jour ou l'autre, votre Hongrie va se réveiller contre ces gens-là. Et l'Europe, que vous parlez de tous les bienfaits, à qui vous attribuez tous les bienfaits, vous la honirez un jour ou l'autre. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, c'était en 93, je décrivais, alors en plus, je parlais de la résistance historique hongroise à l'invasion musulmane, puisque, je vous le rappelle, c'est les derniers à avoir eu des musulmans à domicile pendant un siècle, quand même. Les derniers dans l'histoire, juste avant le 18e, quand même. C'est pas loin, hein. Donc, l'invasion turque est une réalité. Quand on pense que l'histoire récente, Sarkozy, etc., a essayé de nous vendre l'entrée de la Turquie comme si elle allait de soi, elle va pas du tout de soi. Pour quiconque connaît un peu l'histoire européenne, elle va pas du tout soi. Les Italiens disent encore dans les provinces Mama i turchi. Maman, les Turcs arrivent. Donc il y a bien une méfiance profonde qui vient de l'histoire à l'égard de ces gens-là. Donc voilà, ce que je rappelais dans ce livre, c'était ça. Donc ce petit livre commandé du bout des lèvres par Robert Laffont, je m'installe là-bas, je l'écris, je le rapporte, et Robert Laffont a été tenté, en personne, hein, c'est Robert lui-même, a été tenté de me le refuser alors qu'il l'avait payé. Donc je commençais déjà avec les ennuis. Et il l'a publié quand même, d'ailleurs de dire on va l'enterrer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il l'a enterré, et alors c'est là que j'en reviens au Figaro. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je comptais au moins sur mes amis du Figaro Magazine et du Figaro pour étayer un peu ma thèse en disant, en tout cas, même si on n'est pas d'accord, il a le droit de le dire, etc. En fait, dans le Figaro quotidien est paru un grand papier assez parodique, du genre, c'est la faute aux Américains. Et c'était sur ce ton-là à peu près, et l'auteur de ce papier s'appelait Manuel Carcassonne, et ce Manuel Carcassonne est devenu qui? Directeur littéraire des éditions Grasset, aujourd'hui. Donc il y a une véritable filiation de pensée. À l'époque, donc, on a éjecté poliment, prudemment, quelqu'un qui avait certes un peu de talent, mais on l'a poussé dans les cordes, parce qu'il n'avait pas l'attitude qui convenait vis-à-vis des Américains, de leur influence en Europe, du rôle de l'OTAN, que je prédisais, hein, je disais dans mon petit livre, vous allez voir que l'OTAN va vous tomber dessus. L'OTAN nous est depuis retombé dessus. Parce que je vous rappelle que donc De Gaulle avait réussi à nous en garder un peu.
Bref, il y a eu donc tout un moment où les choses se sont refermées au nom du nouveau monde et pour conjurer en moi l'un des représentants de l'ancien. Alors ça s'est vérifié aussi parce que je restais quand même un romancier qui avait un certain succès puisque j'ai même été goncourable en 88, 9. J'étais goncourable pour un livre encore au seuil. Et pas goncouré, évidemment, parce que je passais mon temps à ricaner un peu dans la presse, et ça a évidemment beaucoup compté. Alors tout ça pour dire que après cette histoire de Hongrie, les choses se sont vraiment gâtées. J'ai dû devenir que écrivain, et un peu journaliste sous le nom de ma mère en voyageant beaucoup, et en circulant à travers l'Amérique notamment, l'Europe de l'Est beaucoup. Et je n'ai pas cessé de faire l'aller-retour. Alors j'ai même mélangé les deux, puisque je le raconte dans un autre livre. J'ai écrit une histoire de Budapest qui raconte bien cette histoire un peu personnelle à la fois. J'ai rencontré à New York, puisque j'y passais mon temps, un vendeur de tableaux hongrois de 80 ans qui n'avait jamais refoutu les pieds dans son pays d'origine depuis la guerre. Il avait passé quand même une bonne année dans les prisons russes. Je l'ai un peu obligé à faire un pèlerinage sur les lieux de son enfance, et je raconte ça dans plusieurs livres, même dans des romans. Donc j'ai joué les romanciers de l'Europe de l'Est. Là encore, très peu d'écho, puisque tout ce monde a été perçu, je vous le rappelle, par Bernard-Henri Lévy, etc., comme l'Europe des tribus. Et Bernard-Henri Lévy passait son temps avec ses copains Georges Semprin, etc., à se répandre dans la presse sur le thème « Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On va pas réveiller l'âme hongroise avec les salopettes brodées et les violons. » Donc l'idée, c'était qu'il devait adhérer à un ensemble global qui passait par le café Starbucks et voilà. Et la gare de Budapest transformée en McDonald's, ce qui est le cas d'ailleurs. La gare de l'Est a été transformée en McDonald's, quasiment. Donc c'est contre ça que je m'élevais, mais au fond, au lieu d'avoir réussi à sonner l'alarme, je me suis marginalisé moi-même pour ces raisons. Ce qui m'a pas empêché de continuer à être invité. Et c'est là que je voudrais en venir à la machine d'éviction que constitue le monde des médias audiovisuels notamment, c'est qu'en fait ils se sont dit on peut pas il est trop bien vu de la critique, on peut pas l'éjecter en disant il est nul puisqu'il ne l'est pas. Donc on va l'inviter pour qu'il trébuche. Alors j'ai été invité plusieurs fois pour trébucher. Ce que j'ai fait qu'à moitié, puisque il y a donc on en parlait là à propos de Gisbert, pas de Gisbert, de notre ami Ardisson. C'était plus tardif. Ardisson, c'était plutôt dans les années 2000. Mais Gisbert m'avait bien savonné la planche avant. Et c'est là que je voudrais en venir à ce système qui a été celui des salons littéraires du XVIIIe. C'est-à-dire que Gisbert était un véritable robinet d'eau tiède, mais en tout cas à chaque fois qu'un peu de chaud se manifestait, il refermait. Alors j'ai fait partie de ceux dont il a refermé le robinet en même temps que Jean Ederne, puisque Jean Edernalier, que j'ai fréquenté un peu, qui se méfiait vaguement de moi mais on devait quand même assez complice. L'abjection règne. Elle cabache aux mains moites de Frousse. Roger Giquel à la tête de CRS en congé de maladie. Les frères Duhamel, le régime en attend même un troisième pour la Noël. Des petits Jésus de la lèche éhontée. Demain, à la tête de RTL, Grimbach, pour avoir partagé avec le président des secrets d'alcôve. Zitrone, ce vieux larbin. Moujotte, ce faux derche revenu de toutes les gauches. Bassi ou Cavada, si nul, si prétentieux ou falsificateur que même une radio africaine, même l'empereur Bokassa, hésiterait à les employer. Tous valaient du régime. Mais j'étais pas le seul, il y avait Patrick Besson, il y avait toute une poignée de gens qui pensaient de manière un peu iconoclaste, qui n'aimaient pas Mitterrand. Le vieux Mitterrand, celui qui allait mourir, mais enfin, le régime mourait de lui-même de toute façon. Donc Gisbert a joué le rôle de modérateur, comme on dit maintenant dans Internet. Il nous donnait la parole au compte-gouttes, en fonction de ses propres besoins. Et c'était pareil, c'est là que j'en viens donc je vous demande de prendre conscience du fait que les mêmes personnes, les mêmes trois personnes, possédaient tous les leviers, y compris de la télévision. Gisbert avait 2 rendez-vous hebdomadaires à la télévision et il était directeur du Figaro en même temps. Donc si vous voulez, vous avez une concentration des pouvoirs qui est absurde. Et alors l'autre chose, c'est que je me permets de vous rappeler que Gisbert était franco-américain. Oui.
et qu'il mangeait à tous les râteliers à la fois, c'est-à-dire depuis le début, il était au début un homme de gauche, collaborateur du Nouvel Obs, et en même temps par sa famille propriétaire du titre Paris-Normandie que convoitait Robert Hersant, et que lorsque Robert Hersant a voulu prendre le contrôle de Paris-Normandie, donc racheter les parts aux différents, il a mis dans la balance le fait de devenir, pour Gisbert, de devenir directeur du Figaro. Et l'autre, qui était journaliste à l'Obs, est passé directeur du Figaro en 15 jours. En 15 ou en 3 mois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien à quel point les convictions dans ces années 80-90 ont cédé absolument le pas au commerce, au libéralisme. Au fond, la grande thèse de Gisbert dans ces années-là, c'est au fond, on est tous les mêmes, on pense tous la même chose. Ben non, désolé. Un journaliste, ça lèche, ça lâche, puis ça lynche. Cette merveilleuse phrase prononcée par un confrère journaliste, Jean-François Kahn, présente le double avantage de définir avec brio la profession de journaliste vedette et de résumer en quelques mots ce qui aura été une des constantes absolues pour Franz-Olivier Gisbert. Tout au long de sa carrière, qui n'est pas encore terminée, certes, celui qui est devenu aujourd'hui l'un des plus gros monstres médiatiques, selon les mots de Marion van Rettergem, n'aura eu de cesse de jongler avec les amitiés haut placées, de jouer les équilibristes sur la fine frontière qui sépare indépendance et connivence. Alors moi, il m'invitait encore sur ces plateaux assez longtemps, jusqu'en dans 2002-2003, mais vraiment assez fréquemment. Il a eu tellement d'émissions que c'était difficile de passer au travers. Et à chaque fois, c'était « Bon, alors Cambaz, vous allez encore nous raconter... » Donc c'est ce style un peu excédé qui voulait dire « Bon, on en a marre un peu de vos jérémiades. » Il y avait ça, puis le fait qu'il commençait la plupart de nos entretiens en disant « Bon, alors, Christian Cambaz, vous venez publier ceci et cela, vous n'êtes pas très connu ?» Ahurissant, après 15 ans. Alors qu'on se connaissait, on se tutoyait. Alors la chose aussi, si vous êtes friand de choses de la coulisse, il faut savoir que tous ces gens se tutoyaient entre eux. Gisbert tutoyait, Jean Dutour qui tutoyait Douste de Blazy. La chose la plus extraordinaire chez Gisbert, c'est qu'à la fin, il ne cachait même plus son jeu, car il invitait des écrivains dont je faisais partie, des hommes politiques, des chanteurs, Bachung par exemple, un jour il est venu pousser la guitare chez nous. Et alors, vous aviez des gens comme Douste de Blazy, on se demande ce qu'il foutait là, parce qu'il n'avait rien à vendre, il était juste là comme ministre. Et puis le sujet n'avait rien à voir avec la santé, ahurissant. C'était un plateau, je vous dis, c'était un salon du genre Madame Verdurin. Voilà. C'était le Madame Verdurin des lettres françaises pendant une bonne quinzaine d'années. Donc il a façonné, au fond, il a façonné plus le ricanement qu'autre chose. Il a façonné l'idée dans le public, la notion dans le public des gens dont on devait ricaner, c'était obligatoire, c'était toujours le même. Voilà. Et donc au bout d'un moment, il arrive à vous émasculer littéralement par cette attitude de doute, de vague dérision. Dès que vous prenez la parole, il se tourne vers mes co-invités, on va dire, j'espère que vous allez lui tomber dessus. C'était à peu près sa nature. Et bon, là, c'est encore la même, mais il est un peu retraité, on le voit plus beaucoup. Mais enfin, il a quand même rendu de fiers services au système dont je viens de parler. Et donc, en gros, à partir de ces années-là, je suis devenu que-écrivain, parce que ça devenu plus possible. Si, il y a eu un phénomène, il y a eu un épisode qui m'a fait lâcher prise, littéralement, c'est la mort d'Alain Perfit. Parce qu'Alain Perfit était un rusé, qui était gaulliste un peu dur dans le sein du Figaro et qui arrivait à asseoir des positions assez anti-mitterrandiennes, assez anti-jospiniennes et même parfois anti-chiraciennes en me faisant dire des choses qu'il pensait et que je pensais aussi. Donc il m'a assis dans cette colonne des éditorialistes du Figaro avec Zemmour, de force, pendant assez longtemps, jusqu'à sa mort, jusqu'en 2001. Et après, dès sa mort, on m'a pu réclamer un seul papier à partir de sa mort. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que la secrétaire de Alain Perfit me croisait dans les couloirs assez souvent pour me dire « Votre papier a été vivement critiqué en comité ». Parce qu'il faut savoir qu'il existait à l'époque, comme il existe encore aujourd'hui, un syndicat des rédacteurs du Figaro, pas un syndicat, un comité des rédacteurs du Figaro, qui se mêle de juger la prose des gens et qui vient de tomber sur Zemmour pour ces raisons-là. C'est qu'en gros, on a adressé au sein du Figaro une remontrance à Zemmour. Récemment, là, ça date d'il y a 15 jours. Donc vous voyez bien à quel point le système est bien huilé. Il s'agissait de corriger les mœurs de manière à obtenir une opinion moyenne dont nous voyons la manifestation en ce moment depuis le milieu des années Hollande, au nom au moins du bon français, parce que sur le plan idéologique, je ne pouvais pas dire les socialistes sont des ânes, dans le Figaro on ne pouvait plus le dire. En revanche, j'avais trouvé un bon système, c'était de dire ce sont des analphabètes.
Ce qui revient à dire ce sont des ânes, puisque et donc Hollande était un cheval formidable pour moi, puisqu'il était vraiment un type qui avait un rapport à la langue française tellement problématique qu'on se demandait comment il pouvait même penser. Donc je l'ai dit dans le Figaro plusieurs fois, et donc ça c'est facile à vérifier. Pour l'année 2014 et l'année 2015, au Figaro Vox, je passe sur des épisodes antérieurs. Là j'ai fait un grand saut. L'année 2014 et 2015, j'étais recordman du clic unique sur le Figaro Vox. Et je n'en ai pas moins été viré. Viré sur quoi? Sur un papier qui disait que Hollande était analphabète et que ça posait un problème au niveau de l'État maintenant, que ça posait un problème quasi constitutionnel. Je disais, en fait, on peut parler de coup d'État linguistique puisque ses collaborateurs le laissent proférer des imbécilités pareilles. Je pense que quelqu'un veut sa peau parmi ses conseillers. Donc ça a été mal vu, évidemment. Mais c'est en plus l'avantage, si vous voulez, c'est que c'était pas une opinion, c'était des faits. Le problème des faits, c'est qu'ils sont irréfutables. Quand vous faites l'analyse d'un discours qui est retransmis par la présidence dans le site internet, le discours est imprimé en PDF. Vous l'analysez comme un grammairien, comme un sémanticien, vous apercevez que c'est plus que du pipi de chat. Et donc vous le dites, et vous le dites de manière argumentée. Là, vous n'êtes plus dans l'opinion, vous êtes dans le fait. N'importe quel professeur des écoles peut se rendre compte de la justesse de ce que vous dites. Du coup, là, c'était 180 000 titres clics la même journée. Plus aucune collaboration en Figaro depuis. C'était en décembre 2015. Voilà. Alors donc on arrive au langage aseptisé des médias d'aujourd'hui. Vous voyez bien, je vous fais pas un dessin, à quel point ça s'est accentué, codifié. On est maintenant vers le comité de contrôle pour tout. Il y a plus seulement le comité des rédacteurs du Figaro, il y a un comité de contrôle pour tout. Le CSA va chapeauter tout ça. Voilà. Alors vous me dites, vous m'arrêtez parce que je pourrais être. Si vous voulez revenir sur des choses, là je vous ai fait un point des 20 années dont je vous parlais. J'ai pas cité beaucoup de noms, mais je peux le faire. Mais je vous ai donné une tendance générale. La chose quand même, si je voudrais finir sur l'une des tendances lourdes qu'on observe en littérature, puis c'est quand même mon domaine, c'est ce que j'appelle, enfin ce qu'on pourrait appeler, mais à mon avis c'est abusif, la Houellebecquisation de la littérature, ou de l'imaginaire, ou de l'expression. Et en fait, je suis même pas pour le fait d'employer ce vocabulaire. Je parlerais plutôt de Gainsbourisation, parce que j'ai une idée depuis longtemps qui est que Houellebecq n'a rien inventé en littérature. Il fait du Gainsbourg littéraire. C'est-à-dire, vous avez, alors je vous fais rapidement la comparaison est vraiment frappante. Vous avez un type qui s'exprime par borborigme, qui est peu soigné de sa personne, comme si c'était un snobisme de plus, qui fumait beaucoup, qui avait les joies tout jaunes comme Gainsbourg, qui passait son temps à invectiver les gens au nom du beau français. Parce que notre ami Houellebecq, dans chacun de ses livres, nous dit à quel point Huysmans c'est un génie, Balzac est formidable, en même temps il le traite un peu comme un copain, il me dit j'arrive pas à la cheville mais quand même je vais essayer. Enfin bon, il y a ce jeu avec les grands anciens que Houellebecq pratique de manière absolument obsessionnelle et que Gainsbourg pratiquait lui-même de manière obsessionnelle, non seulement avec les littérateurs mais surtout avec les musiciens. Gainsbourg passait son temps à engueuler les jeunes chanteuses sur les plateaux au nom de Frédéric Chopin, de Schumann, en disant ça c'est de la musique, toi t'es une petite conne. Il passait son temps à faire ça. Au fond, Houellebecq est dans le même esprit. En plus, cette autodégradation. C'est-à-dire, en gros, je ne vaux rien par rapport à Chopin, bien qu'il soit persuadé du contraire. Et c'est un peu pareil pour Houellebecq. Houellebecq se déprécie en permanence. Il contribue d'ailleurs à déprécier le mal occidental aux yeux du reste du monde, parce que c'est ça qui a le plus de succès. En Asie, par exemple, il est une vedette. Pourquoi? Parce qu'il remet le mal occidental à sa juste proportion par rapport à l'ambition asiatique d'être au même niveau en tout. Et donc, il montre que le mal occidental a des problèmes sexuels, qu'il est plutôt malingre, qu'il est complexé. Donc ça, c'est véritablement une maladie mentale aussi. Je trouve que vivement un jour un vrai beau Chateaubriand. Ça nous changerait. Alors, ce que j'avais une idée qui vient de m'échapper et qui voulait... Ah si, quand même, c'est très important. On en vient à la deuxième partie de ce phénomène qui est le narcissisme. Le narcissisme... Au fond, est le même. Vous voyez bien que tout le monde est obsédé par lui-même dans le showbiz et en littérature. Mais c'est ça qui est très important et qui fait qu'on a évacué les gens du vieux monde, c'est-à-dire les gens qui avaient, disons, un orgueil très personnel, très digne et très « je serre les dents, je ne dis rien ». Non, on pratique désormais le narcissisme de l'autodérision.
Alors là, oui, c'est-à-dire vous avez la même fratrie, c'est Emmanuel Carrère qui passe son temps, même si c'est un type qui raconte bien, son temps à dire oh, j'étais nul sur ce coup-là, etc. Donc il se raconte des trucs comme on se raconte des trucs dans son journal intime, sauf que nous sommes des milliers à le lire. Houellebecq fait la même chose. Houellebecq se déprécie en permanence, mais en même temps il ne parle que de lui. Dans François-Marie Bagné, qui est pas inintéressant. Vous avez exactement la même dans Balthazar, fils de famille, qui est son grand livre, si j'ose dire, enfin son livre de formation à lui. Bagné fait la même chose. Il raconte un personnage complètement en dérive, qui sait qu'il est en dérive. En même temps, il peut pas s'empêcher d'être en dérive. Il aime les gens puissants. Enfin, bref, l'autre, le dernier, qui est d'ailleurs un faiseur de rois, c'est Jean-Marc Roberts, qui a fini éditeur, ce qui n'est pas pour rien. Jean-Marc Roberts, que j'ai connu à 18 ans. Lui, il en avait 16. Je l'ai connu donc très jeune et j'ai été ensuite jeune auteur dans son écurie. Il a été directement chargé de moi, il avait 24 ans, j'en ai 22, aux éditions du Seuil. Il me prenait sous son aile et tout, et on faisait des flippers ensemble. Et ce type-là aura passé sa vie littéraire entière à écrire sur lui-même en disant « je suis un pauvre gars, etc., j'arrive pas à être bien dans ma vie ». Alors il raconte toujours des histoires, genre affaires étrangères, des histoires de type pas bien dans sa vie, qui est malmené par sa femme, le système, qui s'est pas choisi entre deux femmes. D'ailleurs c'est ce qu'il a fait, il a abandonné une femme pour une autre. C'est-à-dire qu'il allait absolument laisser tout, la maison, les enfants, il en a pris une autre, il a laissé même la moitié de ses revenus, mais il est parti du jour au lendemain. Donc c'est vraiment des gens comme ça, et alors en plus, dans sa littérature, il se le reproche un peu, donc il y a ce côté, je doute de moi, c'est le côté Alain Souchon. C'est donc ces années 80, c'est « Allô, maman, bobo ». Allô, maman, bobo. Donc il y a une espèce de déification du type qui hésite, dit non, je sais pas, là tu vois, je le sens pas. Donc tout le cinéma est fait de ça, c'est la France que j'appelle débronzée, c'est la France qui sait pas qui elle est, qui a des enfants de 16 ans qu'elle veut pas voir tellement elle sait pas quoi leur dire. C'est le genre Thierry Lhermitte. Et on en arrive progressivement à cette France macronienne qui est au fond la France de Thierry Lhermitte, c'est la France du dîner de con. On arrive à une France complètement immature, cette France du sourire radieux de Thierry Lhermitte, qui est un type extrêmement vide dans ses films, mais qui présente bien, qui dit ce qu'il faut, etc. Et il y a une autre France, celle à laquelle je prétends appartenir encore, qui est celle de Jacques Villeray, qui est la France qui a du mal, qui a du fond, qui a de la philosophie, qui a une émotion, et qui finit par gagner. Et donc, si je peux conclure provisoirement, parce qu'on va en parler d'autres choses, j'ai tendance à dire, nous sommes une poignée, dont je fais partie, j'espère même être parmi les chefs de file, à l'âge que j'ai maintenant, à vouloir dire, à répéter, rendez-nous les clés de ce monde dont vous nous avez privés. Vous nous avez piqué les clés quand j'avais 25 ans, il est temps de nous les rendre, vous avez échoué, vous n'avez pas su gérer l'appartement, et bien maintenant c'est à nous de faire du ménage. Donc voilà, on attend les clés, on sait s'exprimer un peu mieux que Modiano, ça c'est pas dur. J'en ai pas parlé de Modiano, c'est l'un des rares pour lequel j'ai eu une indulgence pleine et entière, parce que je l'ai beaucoup fréquenté dans les allées du parc Monceau, puisque nous étions voisins. On était voisins aussi un peu en littérature, parce qu'il aimait bien ce que je faisais inversement. J'avais même écrit des grands papiers comme ça en dernière page du Figaro à son sujet. Donc c'est l'un des rares pour lequel j'ai une vraie amitié intellectuelle, parce que même s'il a des automatismes de pensée un peu irritants, c'est quand même quelqu'un de sensible et je sais pas s'il mérite vraiment un prix Nobel, c'est peut-être pas un peu exagéré, mais en tout cas il méritait l'estime de chacun. Et puis Emmanuel Carrère qui, en dépit de son côté vieil ado pénible, qui redresse sa mèche en nous parlant pas de l'essentiel d'ailleurs, parce que Emmanuel Carrère a le même genre de rapport avec le pouvoir que Hollande avec son père. Avec le pouvoir, c'est sa mère. Donc il y a des rapports entre Emmanuel Carrère, le monde russe et sa mère qui seraient intéressants à analyser. Voilà quelqu'un qui n'affirme pas son autorité sur la chose littéraire, qui dans ses livres est très hésitant, très nuancé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, sa mère omniprésente, sa mère écrasante, l'empêche d'avoir l'autorité qu'il faut à un écrivain. C'est tout simple. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'espère en avoir fait preuve.